Bienvenue dans ce nouveau numéro de PAF sur TV78, sur Radio Sensation. Nous allons parler de la gauche. Aujourd'hui, il y a 40 ans, le 10 mai 81, François Mitterrand était élu président de la République, mais la gauche a gouverné à d'autres moments. Il y a eu évidemment les 2 septennats de François Mitterrand, mais il y a eu les 5 ans de gouvernement de Lionel Jospin et les 5 ans de présidence de la République de François Hollande. On va revenir sur ces passages de la gauche au gouvernement, tirer peut-être les bilans, et puis on va parler aussi et surtout peut-être de la gauche aujourd'hui, une gauche qui semble divisée, peut-être affaiblie. Est-ce qu'elle a des propositions? Est-ce qu'elle peut s'entendre? Ce sont des questions que nous allons poser avec nos invités. Isabelle Tisse-Saint-Jean, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur d'économie à Paris 13, vous êtes conseiller régional d'Île-de-France et vous êtes secrétaire national du Parti socialiste en charge des études. Sandrine Grandgamp, bonjour. Bonjour. Vous êtes maire adjointe de Trappes, vous êtes conseillère régionale Île-de-France et vous faites partie du mouvement que vous avez créé avec Benoît Hamon, qui est le mouvement Génération. Ghislaine Senet, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes la présidente du groupe Europe Écologie Les Verts au Conseil régional. Vous êtes donc conseillère régionale et vous êtes candidate et tête de liste pour EELV, pour les régionales, sur la liste menée par Julien Bayou. Et puis, avec moi en plateau, Sébastien Ramage, bonjour. Bonjour. Vous êtes de la France Insoumise, vous êtes conseiller municipal de Guyancourt et vous êtes le candidat tête de liste de LFI pour les Yvelines, de sa liste. Chef de file avec une liste où Nelly Dutu, ancienne maire de la Verrière, du Parti communiste français, sera en tête sur les Yvelines. Donc moi, alors là, vous êtes allié avec le Parti communiste et la liste est menée par Clémentine Autain. Tout à fait. Et puis, 2 observateurs avec nous. Jean-Charles Lajoigny, bonjour. Vous êtes bonjour. Éditeur. Vous avez travaillé, fut un temps, dans une autre vie, j'allais dire, avec Martine Aubry. Mais peut-être que la gauche... Pardon ? J'ai croisé Martine Aubry, mais j'ai travaillé avec Jean Popren. Nuance. Avec Jean Popren, voilà, pardon. C'était la gauche de 81, Jean Popren notamment, et avec des idées très fortes sur la laïcité. Et puis Stéphane Monson, bonjour. Bonjour Patrice. Vous êtes professeur à l'université de Versailles-Saint-Quentin et doyen honoraire de la faculté de droit de cette même université. Alors on va commencer par le rappel historique. Il y a 40 ans, donc c'était le 10 mai 1981. Alors je vais me tourner vers les plus anciens, ceux qui ont connu le 10 mai 81. Vous avez connu, vous, le 10 mai 81 ? Non, j'étais pas né. Vous n'étiez pas né. Isabelle Tisse-Saint-Jean, quel est votre souvenir comme ça du 10 mai ? Alors c'est un souvenir paradoxal parce que, d'une double frustration, je veux dire ça comme ça, parce que à quelques semaines près, je n'ai pas pu voter. Voilà. Ah oui, et je préparais mon baccalauréat et donc le soir du 10 mai, j'étais enfermée dans ma chambre, tous mes copains faisaient la fête à la Bastille et moi j'étais en train de bosser pour préparer mon bac. Donc voilà, c'est ça le souvenir personnel. Au-delà de ça, c'est un sentiment, le souvenir quand même d'un horizon possible. Il y avait comme le sentiment que, oui, la puissance politique pouvait agir et qu'il y avait une possibilité de transformer le monde, d'agir politiquement. Et je crois que c'est ça qu'il faut qu'on retrouve aujourd'hui. Et que ça explique beaucoup de choses, notamment, on y reviendra sur l'état de la gauche aujourd'hui, c'est que il y a comme une espèce de carcan, d'une espèce d'impuissance politique, notamment face aux questions économiques, et que d'une certaine manière, on ne peut plus changer la vie. Et ben moi, je crois que c'est complètement faux, mais vraiment complètement faux, que bien sûr, les défis sont monstrueux. Chaque époque se vit toujours comme historique. Alors, je pense franchement que la nôtre l'est et que ces défis, on peut les surmonter, mais il faut que
Il faut d'abord qu'on en soit nous-mêmes convaincus, mais je pense qu'il y a toute une nouvelle génération politique qui en est profondément convaincue, et qu'on arrive à trouver les mots, parce que je crois que nous avons les solutions. Contrairement à ce qui est dit, on n'a pas de proposition, je crois que c'est faux. Nous avons les propositions, on y reviendra sur est-ce qu'elles sont de la gauche, mais nous avons les propositions. Reste à convaincre nos concitoyens que c'est le cas. Mais voilà, c'est ça mon souvenir de 81 aujourd'hui. Alors, c'est très bien ce que vous venez de dire, parce que ça introduit d'abord le débat historique et le débat actuel. En effet, il y avait eu ce slogan qui était plutôt celui de 74, d'ailleurs, changer la vie. On avait l'impression qu'on pouvait changer la vie. On va se demander justement si l'exercice du pouvoir a pas peut-être un peu raccourci cette idée, mais d'abord, si vous vous souvenez de 81, Sandrine Grand-Gambe, vous étiez... Moi, j'ai le souvenir familial d'une famille de gauche qui est dans le bonheur de voir qu'enfin sa famille politique arrive au pouvoir, avec le sentiment que les petits peuvent gagner et que les puissants n'ont pas toujours le dernier mot. Et donc, c'est ce sentiment d'allégresse et de fierté retrouvée qui, moi, me rappelle, j'avais 10 ans, mais j'ai vraiment ce sentiment-là. Ghislaine Senet? Alors, moi pareillement. Alors moi j'étais, c'est rigolo parce que j'étais à Saint-Germain-en-Laye. Mon père était fonctionnaire et travaillait au camp des Loges, et donc j'étais à Edmond dans une résidence militaire. Et je me souviens au moment où j'avais 12 ans, au moment où l'image de François Mitterrand apparaît, enfin vraiment un sentiment de joie partagé aussi, très très familial. Et mon père fermant la fenêtre quand même, et c'est vrai que c'était assez calme en fait tout autour de nous. Mais moi, le souvenir le plus marquant, c'est le lendemain en fait, où je suis allée voir ma meilleure amie en fait, et son père était sous-officier, et là l'ambiance était absolument pas la même qu'à la maison, et moi je me souviens de son père me disant que les chars russes arrivaient réellement. C'était un militaire, et pour lui les chars russes étaient à la frontière de notre pays, et moi c'est ce sentiment-là, ce décalage qui m'a énormément frappé, et cette angoisse pour ce militaire de carrière qui pensait que ça y est, c'était la fin de notre pays. C'était assez incroyable. C'est vrai qu'il y avait l'arrivée des communistes, et avec la nomination de 4 ministres communistes au gouvernement. Stéphane et Jean-Charles, vous aussi. Alors vous avez vécu, vous êtes un peu plus âgés que les autres. un peu plus mûr, disons, un peu plus mûr. Moi, j'étais jeune journaliste aux Nouvelles littéraires, qui était situé rue Saint-Antoine, à exactement 250 mètres de la Bastille. Et Jean-François Kahn, pressentant la chose, avait réservé une grande brasserie parisienne, Bofinger. Et là, ça a été une soirée de folie, enfin, à tout point de vue, mais journalistiquement aussi. Et c'était vraiment une frénésie professionnelle, une frénésie populaire. Et puis, déjà... chez Bofinger se sont retrouvés toute une foule de gens qu'on allait après voir dans les ministères, des conseillers, etc. Déjà cette espèce de gauche qui prenait le pouvoir et qui allait se retrouver partout, et il y avait déjà un petit décalage avec cette fête très populaire sur la place de la Bastille. Et puis chez Bofinger, on était déjà dans une sorte d'entre-soi. Et je me souviens, j'ai passé la soirée, notamment, enfin, un bout de la soirée avec Aragon. Et qui à l'époque pour les gens représentait encore quelque chose, parce que dans cette foule absolument indescriptible, à un moment vers minuit et demi, Aragon commençait à être un peu fatigué. Il était déjà un peu fatigué, il a fallu le raccompagner, essayer de trouver un taxi. Il y avait il y avait du monde dans la rue partout, et j'ai fait peut-être 500 mètres avec Aragon accroché à mon bras, et c'était une époque assez étonnante parce que tout le monde le reconnaissait encore à l'époque. Et je vois maintenant, quand je parle à mes étudiants, Aragon, ça ne représente plus personne. Ils ne savent même pas qui c'est. Ah bon? Alors qu'à l'époque, effectivement, Aragon, c'était quelqu'un, voilà, avec toute sa part d'ombre, etc. Mais voilà, c'est principalement ce souvenir.
lisez d'Urgence Aurélien, c'est un des plus beaux romans de la littérature française. Stéphane Monson, est-ce que vous êtes professeur de droit public comme Jack Lang? Est-ce que, comme lui, vous êtes passé de l'ombre à la lumière le 10 mai? Non, moi, j'étais collégien à l'époque. Non, vous n'étiez pas professeur encore. Non, j'avais 14 ans, j'avais une conscience politique qui commençait à se développer, mais j'étais plutôt circonspect au regard de comment dirais-je, des commentaires que je pouvais entendre ou lire ça et là, notamment, et ça a été dit à propos des soviétiques qui étaient aux portes de la France avec l'avènement, mais la formule viendra plus tard, du socialo-communisme, ça c'est plutôt dans les années 85-86. Je m'étais intéressé au personnage François Mitterrand et ça m'étonnait beaucoup. Ayant à l'époque déjà pas mal lu sur François Mitterrand, sur son passé, sur sa culture, sur de là d'où il venait, je me disais que cette fable était tout de même assez forte. Et puis j'ai eu la chance, mais longtemps après, là pour le coup, lorsque j'étais déjà universitaire, de rencontrer à plusieurs reprises Nicole Questiot, qui a été membre éminente du Conseil d'État, qui était dans l'équipe de campagne de François Mitterrand, qui était conseillère d'État, qui a été ministre des Affaires sociales, et avec laquelle j'ai pu avoir presque un récit historique extrêmement intéressant sur les coulisses et sur l'intérieur des choses. Voilà. Sébastien Ramad, je reviens vers vous. Vous n'étiez pas encore une idée en 80, si je puis dire, mais est-ce que justement cette gauche unie dont on parlait, les autres, certains les appelleront socialo-communistes, mais est-ce que c'est une source d'inspiration, ce qui s'est passé en 81, pour la gauche aujourd'hui? Alors, vous en avez parlé tout à l'heure. Jean-Luc Mélenchon était d'ailleurs au Parti socialiste à l'époque. Oui. Alors, la gauche n'était pas forcément unie à cette époque-là. Par contre, vous avez cité le slogan changer la vie. Oui. C'était même changer la vie ici et maintenant dans la chanson l'hymne du Parti socialiste. Et je pense que c'est ce qui caractérise une gauche qui est en capacité de prendre le pouvoir. C'est ce truc-là, c'est non pas une promesse d'un avenir éventuellement radieux, mais des mesures concrètes. Et quelques semaines, quelques mois après la prise du pouvoir, c'est l'augmentation générale des salaires, la création d'impôts sur la fortune, les 39 heures, la retraite à 60 ans. Toutes ces avancées sociales sont des réformes concrètes. Aujourd'hui, quand on entend réforme, généralement, ça veut dire qu'on va perdre des sous quelque part. Oui, le mot de réforme a changé de... Ah, tout à fait. Et je pense que c'est, pour ma génération de militants en tout cas, c'est ça que représente 81. C'est que si on promet les bonnes réformes et qu'on a des projets qui nous permettent d'aller de l'avant, et ben on sera en capacité de prendre le pouvoir. Justement, Isabelle Tisse-Saint-Jean, alors vous parliez de cet espoir. C'est vrai qu'il y avait cette idée, moi je me souviens de papier de Jacques Attali notamment, que la politique devait dominer l'économie, que ce n'était pas l'économie qui avait le dernier mot. Et en même temps... quand on gouverne, on est face à la réalité. Et Sébastien Ramad rappeler les principales réformes qui sont arrivées très vite, mais très vite aussi, des gens comme Jacques Delors disent il faut faire une pause aux réformes, sinon on s'en sortira pas. C'est-à-dire, est-ce qu'à la fois cette idée de changer la vie ne s'est pas heurtée au mur de la réalité? Non, je crois pas, parce que ça a effectivement changé la vie. Il y a eu effectivement, comme le disait l'interlocuteur précédent, des réformes qui ont changé la vie quotidienne des gens. Donc ça c'est une réalité. Ce qui s'est produit quand même, c'est que on a changé l'époque à ce moment-là. Et qu'il y a eu des forces qu'il faut qu'on analyse aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il faut qu'on soit réaliste, mais réaliste pas comme c'est le cas parfois pour porter ces dites réformes qui sont souvent
structurelles. Hein. Les réformes dont vous parliez tout à l'heure, elles sont souvent dites structurelles. C'est en général celles qui visent à renier la possibilité de l'action politique pour plus de justice sociale et pour plus d'écologie et pour réinventer la démocratie. Mais on a changé d'époque à ce moment-là. C'est-à-dire que ça a été l'irruption de la mondialisation, avec son flot de dumping social et fiscal, qui s'est traduit par un affaiblissement de la puissance publique, par un affaiblissement de sa capacité à porter un État social. Donc on sort à ce moment-là d'une période, si on se remet dans le temps long, on sort d'une période qui est celle des 30 Glorieuses, on rentre dans un autre temps, et un temps dont, à mon avis, et c'est ça qui fait la force de l'époque dans laquelle on est, c'est ça qui nécessite que toutes celles et ceux qui en ont un minimum de courage s'engagent politiquement, parce que nous sommes rentrés aujourd'hui dans une nouvelle époque, une époque avec des enjeux qui sont des enjeux différents, et en particulier, évidemment, la question écologique qui a fait irruption, et les enjeux sont tellement importants qu'on voit politiquement les conséquences. C'est-à-dire que là, on risque d'être, c'est la démocratie désormais qui risque d'être embarquée si on n'arrive pas à redonner, à reprendre la main sur justement les forces économiques. Le politique ne peut pas renoncer. Et alors, il y a des bonnes nouvelles quand même, c'est ce qui se passe aux États-Unis. Alors, je ne dis pas qu'il faut prendre Biden comme modèle absolu de tout, mais on a, avec Biden, une page qui se tourne. On a eu une page qui se tourne avec la crise sanitaire, c'est-à-dire qui a joué comme une espèce de révélateur des contradictions de notre époque. Mais avec Biden, on a une page qui se tourne. Nous ne sommes pas condamnés ni au populisme, ni à l'extrême droite. Et il y a, dès lors qu'il y a une volonté politique, une possibilité d'action pour plus de justice sociale et pour faire face aux questions écologiques et pour nous réinventer la démocratie, parce qu'on voit bien qu'on est dans une 5e République qui est à bout de souffle, quoi. Ça ne fonctionne plus. Cette hyper-puissance ne fonctionne plus. Donc, bien sûr, il y a eu des choses qui se sont passées, mais je crois que aujourd'hui, on est dans un autre temps. On est dans un autre temps, et que c'est ça qu'il faut qu'on retrouve. Et donc, venez nous aider. Venez nous aider. Vous verrez que c'est pas vrai que la gauche n'a pas de propositions. On va parler ça de vos propositions, parce que c'est vrai que vous travaillez beaucoup, contrairement à ce que parfois on dit et on croit. Je voulais juste, avant d'aborder, vous avez raison, parce que c'est ça qui nous préoccupe, c'est la situation actuelle, et c'est intéressant de savoir peut-être que Biden va jouer pour la gauche le rôle qu'a peut-être joué Reagan il y a quelques années pour la droite, mais je voudrais il y a quand même eu le mur de la réalité, j'y reviens, c'est quand même le tournant de 83. C'est vrai qu'il y a ce mythe de 81, mais est-ce que le mythe ne va pas contre le mur de la réalité? Il y a ce tournant de 83, on rappelle, baisse du déficit budgétaire, diminution du financement des entreprises publiques, soutien à l'épargne, lutte contre le déficit du commerce extérieur. C'est-à-dire, là, l'économie reprend un peu ses droits quand même. Mais, regardez ce qui s'est passé avec la crise sanitaire. C'est quoi la crise sanitaire? C'est un endettement qui, tout d'un coup, un endettement public, parce que l'endettement privé est déjà extrêmement fort, un endettement public qui, tout d'un coup, paraît ne plus avoir de limites pour permettre l'action politique. C'est ça quand même qui se produit. C'est des déficits publics qui se creusent. Et tous mes collègues économistes aujourd'hui conviennent du fait que jamais la période n'a été aussi favorable pour qu'il y ait des investissements publics structurels majeurs, et que non, le moment n'est pas celui d'une austérité qui dirait pas son nom, et que non, il ne faut pas reproduire l'erreur qui a été faite par l'Europe au moment de la crise de 2008-2011.
Moi, je crois que 83 n'est pas la preuve du fait que nous sommes condamnés à l'inaction politique. Alors, justement, Sandrine Grand-Gambe et aussi Ghislaine Senée et Sébastien Rabal, il y a eu d'autres périodes, évidemment, de gouvernance de la gauche. On ne va pas faire que de l'histoire dans cette émission, mais c'est important, notamment le quinquennat de François Hollande, qui a provoqué peut-être les scissions qui sont aujourd'hui avec Génération, avec la France Insoumise. Est-ce que, justement, quand la gauche de gouvernement se heurte à la réalité, est-ce qu'elle est encore elle-même? C'est ça la vraie question. Et qui a peut-être provoqué les scissions chez les frondeurs, chez la France Insoumise, et la montée de l'écologie, c'est peut-être quelque chose de différent. Sandrine Grand-Gambe. Je crois que les hommes et femmes politiques intègrent trop souvent leur propre inaction, leur propre entrave et ne vont pas au bout de ce qu'ils pourraient faire. Et nous, c'est ce qu'on a dénoncé et regretté lors du dernier quinquennat de François Hollande sur un certain nombre de sujets. Et tout à l'heure, Isabelle Tisse-Saint-Jean disait qu'il y a de nouvelles réalités aussi autres que économiques qui s'imposent à nous et qui, à un moment donné, doivent nécessiter d'avoir une réflexion globale. L'économie est un outil, c'est pas une fin en soi. Et dans les sujets que l'on doit prendre à bras le corps aujourd'hui, il y a la question écologique, mais Ghislaine en parlera encore mieux que moi. On est sur un moment particulier où il faut être en capacité de prendre en compte les changements qui s'imposent à nous et pour lesquels nous n'avons plus le temps d'attendre et qu'on n'a plus le temps de se dire est-ce que le système économique est adapté à ça? C'est comment on adapte le système économique aux nouvelles contraintes qui sont devant nous et notamment l'urgence climatique. Oui, mais alors, vous avez beaucoup critiqué François Hollande, le quinquennat de François Hollande, et ça aboutit à quoi? À la candidature de Benoît Hamon, qui fait 6% au présidentiel. Ça pose quand même un vrai problème politique, ça. Je ne partage pas du tout la manière dont vous présentez les choses, puisque pour moi, le quinquennat de François Hollande, c'est ce qui amène d'abord Emmanuel Macron au pouvoir. C'est ça la réalité du bilan du quinquennat, c'est des divisions, mais c'est aussi l'arrivée d'Emmanuel Macron dans un contexte où la gauche a perdu en unité et en crédibilité et a perdu en projet aussi. Ghislaine Senée, alors justement, Sandrine Grand-Gambe le disait, c'est vrai qu'il y a cette dimension environnementale, de l'écologie, de la transition écologique, qui est peut-être plus récente, même si, notamment dans les élections européennes, les Verts ont fait souvent des très bons scores. Mais là, on a l'impression qu'ils montent dans les élections majeures, comme l'élection présidentielle. Est-ce que ça, c'est la donnée essentielle qui pourrait regrouper la gauche, au fond, la préoccupation environnementale? Je pense totalement qu'effectivement, l'écologie, en tout cas l'urgence climatique, pousse en fait une grande majorité du peuple de gauche, je dirais, à aller vers un autre modèle. Enfin, je crois réellement que c'est ce qui va pouvoir redonner finalement un petit peu de sens à l'action politique. Moi, ce que je voulais peut-être rajouter sur le quinquennat Hollande, c'est que je crois qu'il y a eu une très forte déception. Il y avait un tel décalage entre le discours du Bourget et puis finalement ce qui a été mis en œuvre dans les politiques qu'il a menées ensuite a été une déception terrible, réellement terrible. Et alors on nous a expliqué que c'était manque de pédagogie, que voilà, la politique menée avait été mal comprise. Or il y avait réellement, à part quelques rares exceptions, il faut quand même, il y a le mariage pour tous qui a été un élément fort de ce quinquennat. Pour nous, la loi Allure, portée par Cécile Duflot, mais ça a été jalonné au fur et à mesure de déceptions, de renoncements. Enfin, on va parler de la loi du travail, de la CICE, mais des choses aussi pour nous qui ont été terribles, le débat sur la déchéance de nationalité. Tout ça a été vraiment pour nous d'une manière très forte, en fait, très décevant et puis bien évidemment pour nous écologistes le rendez-vous manqué avec la question de l'écologie et de l'urgence
climatique. Mais on pense qu'il y a vraiment, en fait, la gauche est vraiment sortie épuisée et morcelée après ce quinquennat. Il y a eu vraiment le renforcement, en fait, d'un sentiment de défiance des citoyennes et des citoyens vis-à-vis de la politique, et qu'aujourd'hui, on a vraiment envie d'une autre société plus solidaire, plus inclusive, plus respectueuse, bien évidemment, du vivant. Ça, c'est vraiment très très fort, et je pense que c'est ça qui peut structurer réellement un programme et en tout cas un projet de société. Et donc moi, je suis convaincue, bien évidemment, que c'est réellement autour de l'urgence écologique que nous avons la possibilité, dans les 30 années qui viennent, de pouvoir construire ensemble cette transition, mais plus que cette transition, cette transformation, parce que et c'est peut-être là une différence que nous avons, c'est que aujourd'hui nous pensons réellement que nous sommes à un moment de rupture, et qu'il faut justement sortir de ce concept de réalité, de pragmatisme. Il faut aujourd'hui plus que jamais vraiment entamer, en fait, des nécessaires politiques publiques de transformation, et de pouvoir avancer vers un modèle, une rupture en tout cas plus radicale, qui nous permettra vraiment d'assumer le fait que aujourd'hui il faut changer de modèle. Alors, je vais passer la parole à Jean-Charles et à Stéphane, leur demander leur regard d'observateur. Mais avant, je ne veux pas prendre la défense de François Hollande, mais il était interrogé sur France Inter à l'occasion du 10 mai 81. On lui demandait au second tour, s'il y a Macron et Mélenchon, pour qui vous votez. Mais il dit, mais Mélenchon, il ne sera jamais au second tour. Il est incapable d'être au second tour parce que justement, il ne propose pas une politique qui peut rassembler. Il propose une politique qui n'est pas applicable. Sébastien Rabal, je vous donne la réaction de François Hollande. En attendant, au nom du réalisme, justement. Mais c'est le vrai problème de la gauche. On a l'impression qu'il y a les réalistes d'un côté et les rêveurs de l'autre, mais que les rêveurs n'iront jamais au pouvoir. Ils feront 6% comme un mot, ou ils seront incapables d'être au deuxième tour, ou battus par Marine Le Pen, comme les sondages le disent pour Jean-Luc Mélenchon. Je pense que si François Hollande se présentait face aux électeurs, il se ferait plier par Jean-Luc Mélenchon sans souci. Moi, je réfute vraiment cette vision du réalisme en politique. En tout cas du réalisme économique. Il y a des économistes qui sont libéraux, il y a des économistes qui sont davantage interventionnistes dans l'économie. Et des très bons. Et des très bons. Comme Piketty. Et moi, on parlait tout à l'heure de cette scène au Beaufinger. Comme Isabelle Tisse Saint-Jean. Monsieur Lajoigny parlait de la scène au Beaufinger où, juste après le 1er mai, la victoire du 10 mai 81, les ministres se retrouvent dans une espèce de forme d'entre-soi. En fait, la première réalité dont je pense aujourd'hui le Parti socialiste, Monsieur Hollande et toute une partie de la classe politique est déconnectée, c'est la réalité de ce que c'est que d'être chômeur dans ce pays, que d'être ouvrier dans ce pays, de galérer à finir les fins de mois. Et nous, c'est à cette réalité-là que nous nous rattachons pour faire des propositions concrètes. Et c'est à cette réalité-là que la gauche doit répondre. Si la gauche ne transforme pas en profondeur la société et qu'elle est juste là pour gérer les affaires courantes, elle n'a pas besoin de le faire. Il y a déjà quelque chose qui s'appelle la droite et qui fait ça très bien. Nous, notre rôle, c'est de changer la vie des gens, sinon on ne sert à rien. Et à ce niveau-là, en termes de réalisme, on a vu mieux. À la fois, ils n'ont pas, après le tournant de la rigueur en 83 ou pendant le mandat de François Hollande, réussi à réduire les inégalités dans ce pays. Au contraire, ils les ont aggravées. Et en plus de ça, ils ont fini par perdre. Et ça, c'est bien, je pense, la preuve que si la gauche ne remplit pas son contrat qu'elle a avec le peuple, eh bien, elle est destinée à perdre. Nous, ce que nous proposons aux Français, c'est pour le coup un changement de paradigme. On l'assume complètement. Nous ne sommes pas dans la doctrine et le réalisme de la doctrine libérale. Nous voulons aller à contresens à travers notamment trois outils qui sont le service public. Et le service public, ça se finance par l'impôt. Nous proposons 14 tranches d'imposition différentes et notamment un écart de 1 à 20 maximum. Et au-delà de ça, on prend tout. Nous proposons l'augmentation des salaires parce que il y a 10 points de PIB qui sont passés de la poche des salariés, c'est-à-dire de la rémunération du travail à la rémunération du capital depuis les années 80. Et cette situation-là, elle explique tout un tas de drames.
des drames humains. On va venir. Et je finis juste là-dessus. Ouais. Tout ce dont on parle sur la question des déficits de la sécurité sociale ou des déficits de l'État, eh ben, c'est dû à ce facteur initial qu'aujourd'hui, un très petit nombre s'accapare les richesses, tandis que la vaste majorité des gens galèrent à finir ses fins de mois. Et c'est ça qui met tous les compteurs dans le rouge. Alors on va passer justement à la gauche aujourd'hui. Peut-être un commentaire sur ce que vous avez entendu, Stéphane ? Moi, je suis évidemment convaincu que 83, et on peut rapporter les choses on peut rapporter ces événements à ce qui se passe aujourd'hui. 83 a été un tournant fatidique. Alors, non, c'est pas forcément le fait de s'asseoir et de se coucher devant les réalités économiques. C'est prendre acte des réalités tout court et du fait que entre 81 et 83, la France était seule. La France était à total contre-courant de ce qui se faisait ailleurs, et notamment pas seulement aux États-Unis ou au Royaume-Uni, mais de ce qui se faisait en Europe. Et c'est la démonstration que, au fond, on vit dans un monde qui est totalement, alors qu'on trouve ça bien ou pas, dans lequel les États, les puissances sont totalement interdépendantes les unes des autres. Et donc, agir seul dans son coin, c'est vrai aujourd'hui pour les questions écologiques et climatiques, on le sait pertinemment, ça fonctionne pas. Et a fortiori quand on est à contre-courant de ce qui du reste du monde. Alors je sais bien, c'est aussi quelque part un aveu d'impuissance. Mais je crois aussi que ce décalage avec, alors appelez ça comme vous voulez, réalisme ou réalité, il alimente la défiance vis-à-vis de la sphère politique. Il y a ce qu'on dit et puis il y a ce qui se passe. Et quand l'un ne correspond pas du tout à l'autre, eh bien les citoyens se détournent de formations politiques. J'allais dire, qui restent dans le jeu républicain, qui sont à peu près fréquentables, et vont vers les extrêmes, que ce soit le national-populisme d'un côté ou le gauchisme populiste de l'autre. Donc, ce décalage entre les discours qui se veulent, cette éthique de la conquête du pouvoir, et d'autre part l'éthique de l'exercice du pouvoir, c'est quelque chose qui est vieux comme la politique elle-même, mais qui, on le voit aujourd'hui, produit toujours des effets d'une très grande complexité. Justement, Isabelle Tisse-Saint-Jean, je reviens vers vous. Il y a une tribune publiée hier dans le JDD par Jean-Christophe Cambadélis qui s'intitule « Mitterrand, réveille-toi, ils sont devenus fous » et qui reproche au fond à la gauche, dans son ensemble, de ne pas tenir compte au fond des problèmes qui se posent aujourd'hui pour les Français, qui sont les problèmes de l'autorité, les problèmes de la sécurité. Est-ce que vous avez lu cette tribune, je suppose, est-ce que vous êtes d'accord avec Cambadélis ? Moi, ça me rend triste parce que je pense qu'on a vraiment besoin, on est dans un moment quand même très, très, très difficile pour tout le monde. Et pour ceux qui se considèrent comme porteurs d'un autre horizon politique. Et donc je pense que voilà, plutôt que de distribuer des bons, des mauvais points et surtout systématiquement des mauvais, moi je préférerais que ça soit des forces de proposition, ça soit des forces de relais par rapport aux propositions qui sont faites, ça soit des forces d'analyse sur la réalité des défis qui sont les nôtres, la compréhension des mécanismes et des mécanismes de blocage. Voilà, moi je préfère ça, quoi. Je préfère ça. Les propositions, il y en a plein. Écoutez ce que disent les parlementaires de gauche et socialistes notamment, dans les hémicycles, dans les 3 hémicycles. Vous verrez qu'ils sont porteurs de propositions. Vous verrez que le couplage entre une réforme fiscale qui redonne des marges de manœuvre à l'État social, au service public, qui se réempare enfin des sommes considérables qui échappent à toute fiscalité, notamment celle des multinationales.
parce que c'est ça les réalités d'aujourd'hui avec la mondialisation, que ces propositions, elles sont portées par toute une nouvelle génération, et que donc ça redonne des marges de manœuvre, on a quand même avancé sur la question de l'écologie, ne serait-ce que sur la prise de conscience. Et là-dessus, je voudrais rendre quand même... j'ai pas eu l'occasion de m'exprimer sur le bilan du quinquennat Hollande. Vous savez que le Parti socialiste a fait un travail aussi sincère que possible de bilan, en actant un certain nombre de réussites, mais aussi un certain nombre de difficultés, la déchéance, la loi travail. Mais dans les éléments positifs, il y a quand même les accords de Paris qui donnent un cadre. Alors bien sûr, ça ne va pas assez vite. Bien sûr, il y a une déception quant à l'action, mais le fait d'acter ce cadre qui donne une direction, c'est quand même quelque chose de très important. Et donc, moi, je crois qu'il y a eu une évolution possible, elle est là, elle est sourde, elle nécessite qu'on discute entre nous à l'intérieur de la gauche, et qu'on sorte de cette idée qu'il y a des divisions irréductibles, l'histoire des deux gauches irréconciliables, des divisions irréductibles à l'intérieur de la gauche. Eh bien moi, ça, je n'y crois pas. Je n'y crois pas. Je pense qu'il y a surtout une gauche qui doit retrouver son souffle, qui doit réussir à se remettre dans une dynamique qui est une dynamique de capacité d'entraînement. Et ça, donc on a énormément de travail, mais on a aussi énormément de détermination, parce que je l'ai dit tout à l'heure, la réalité sociale est insupportable. Quand vous êtes de gauche, ça vous noue les tripes de voir des gens dans la difficulté. C'est ça ce qui fait notre spécificité. Ça noue les tripes depuis toujours. Eh bien ça, cette force-là, et donc maintenant, au boulot, camarades. Alors, oui, vous dites qu'il n'y a pas de gauche irréconciliable, c'était le propos de Manuel Valls, mais enfin, là, on a la France Insoumise, on a Génération, on a le Parti Socialiste, on a les Verts, et on voit bien que, d'ailleurs, ne serait-ce qu'au régional, et ça sera pareil pour les présidentielles, il y aura une division des candidats. Mais je voulais revenir justement, si on veut arriver à cet objectif de réduction, de baisse de 40% des émissions de gaz à effet de serre, Ghislaine Senée, est-ce que ça passe par la décroissance ? Mais en fait, c'est pas la question de la décroissance qui se pose. Mais c'est quand même important. Comment on fait ? Comment on fait concrètement ? Systématiquement. Mais en fait, le vrai problème aujourd'hui qui crée autant d'inégalités, c'est la croissance. En fait, c'est ce modèle qui fait que systématiquement, en fait, on va accompagner de manière statistique le développement d'un modèle économique, et que pour nous, en fait, il faut organiser la transformation de notre modèle de société en réduisant particulièrement les inégalités sociales, en pratiquant la relocalisation massive, la transformation de notre société de consommation. Et donc, la croissance, en fait, elle a été érigée en mythe, en totem absolu, et ça a produit tellement d'externalités négatives qu'aujourd'hui, en fait, tout le monde est d'accord sur le fait que on se dit que notre société est arrivée là à un point de rupture. Et ce que l'on défend, nous réellement, c'est un modèle différent qui s'appuie sur des indicateurs comme le niveau de santé de notre écosystème, de la santé sanitaire. On le voit avec les zoonoses et notamment la Covid. Et puis d'autres indicateurs qui pourraient être justement le bien-être, le bonheur de celles et ceux qui vivent aujourd'hui. Et quand on parle de décroissance, nous, on pense au contraire qu'il faut injecter beaucoup plus d'investissements, plus que jamais, en fait, dans l'économie pour relever justement ces défis. Et moi, je ne crois pas que ce soit de la décroissance. En fait, là encore, ce n'est que des enjeux de communication. Et je voulais peut-être simplement dire, moi, je ne crois pas que la gauche soit plus en difficulté, pardon, que la droite républicaine aujourd'hui. En fait, c'est vraiment les partis politiques qui sont en difficulté. Mais au-delà de ça, il y a vraiment, et Isabelle le disait, et je pense qu'il y a vraiment, en tout cas, une volonté de pouvoir réduire absolument ces inégalités sociales totalement insupportables, et que nous,
on fait la jonction, mais je pense qu'on partage tous ceux qui sont présents ici la même les deux piliers, hein, à la justice sociale et puis à l'urgence écologique. Ensuite, c'est une question de curseur et c'est ce qui fait peut-être notre différence. C'est voilà, où est-ce que on va positionner le curseur. Sandrine Grand-Gambe, qu'est-ce qui vous sépare d'Europe Écologie Les Verts? Vous allez faire, je crois que Benoît Hamon est sur une liste avec les Verts. Pourquoi faire deux mouvements? Ça, c'est l'histoire aussi, c'est l'histoire et les parcours de militants, on va dire. Mais là, ce qui nous sépare, c'est rien, puisque moi, j'ai le plaisir d'être aussi sur la liste que mène Ghislaine, et on a en partage un programme et une vision de où on veut aller. Et moi, je souhaite la constitution d'un pôle encore plus large. Je pense que la gauche ne pourra revenir au pouvoir que si on est en capacité non pas d'être tous dans le même parti forcément, mais de créer ces grands pôles de rassemblement qui permettent les dynamiques de victoire derrière. Et tout à l'heure, vous disiez, il y a d'un côté les réalistes, de l'autre côté les rêveurs. Moi, je pense qu'aujourd'hui, les réalistes, ce sont nous, et les rêveurs, ce sont ceux qui imaginent qu'ils vont pouvoir encore vivre comme dans la société des années 70, être repliés sur leurs propres précarés et avantages en imaginant que rien ne va changer. Je pense qu'ils sont là dans l'illusion totale, et les pragmatiques, aujourd'hui, ce sont nous, en réalité, parce que nous avons compris que, notamment, comme l'a montré la crise sanitaire, les enjeux aujourd'hui, c'est la question des communs, la santé, l'eau, l'air, c'est la question des services publics, et c'est notre ADN, en fait. Donc c'est là où nous sommes, je dirais, presque en avance sur tous les autres, et que ça nous permet d'être optimistes sur l'avenir de la gauche. Après, le gros travail, c'est le travail de conviction, et comment on recrée de l'adhésion, et comment la question de l'engagement, parce que je ne crois pas au fait de dire venez simplement nous aider ou venez travailler avec nous. On sait qu'aujourd'hui c'est plus compliqué que ça. Je crois plutôt à comment on suscite de l'envie auprès de nos concitoyens, et la question de l'engagement aussi bien politique qu'associatif d'ailleurs, et une réflexion que l'on doit avoir, parce que c'est peut-être là que le bas blesse aujourd'hui. Alors, Isabelle Thiss, tout à l'heure, parlait des deux gauches irréconciliables selon Manuel Valls. Jean-Charles Lajoigny, il y a une vraie question sur laquelle la gauche est accusée, c'est la question de la laïcité et du rapport à l'islam. Oui, ça, je pense que tant que la gauche, qui a été éparpillée façon Pulse, n'a pas un discours clair, et quand je vois l'absence de discours, ou alors les paroles totalement scandaleuses la plupart du temps de Mélenchon, et Dieu nous préserve qu'il arrive un jour au deuxième tour, mais effectivement on voit mal comment cette gauche éparpillée pourrait faire front commun, parce qu'il y a quand même des gens à gauche, heureusement, qui ont quand même une vision claire et nette de ce que peut être la laïcité, de ce qu'est l'islamisme, et heureusement toute la gauche n'est pas comme ça. Donc ça, c'est évidemment, ça sera quelque chose d'extrêmement important, c'est un marqueur. Il faut que tous les gens, que les écologistes, que la France insoumise clarifie un peu ses propos, ce qu'elle pense vraiment de ce problème de société, qui est un problème majeur et qui sera probablement au cœur de la prochaine élection. Mais je voulais juste aussi rajouter une chose, c'est que cette gauche éparpillée, les idées, alors je sais que Isabelle Thiss-Saint-Jean travaille beaucoup sur les idées, mais pour l'instant, on les voit pas beaucoup apparaître, mais j'imagine que ça va venir, et du Parti socialiste. Mais ce qu'il faut aussi pour la gauche, c'est probablement une figure, et que Mitterrand, avec tous les défauts qu'il a pu avoir et qu'il a pu montrer, etc., il était effectivement un type brillantissime, et derrière lequel on pouvait avoir envie. L'incarnation est importante. Mais peut-être je vais demander quand même à Sébastien Ramage de vous répondre sur justement le rapport. C'est vrai que vous avez, la France Insoumise, je ne sais pas si vous y étiez, a participé à cette manifestation contre l'islamophobie, ça lui a été beaucoup reproché. C'est vrai que parfois on entend dire qu'une certaine partie de la gauche, par crainte en effet du racisme ou d'un mouvement anti-musulman, est assez ne regarde pas la réalité de cet islamisme en face. Qu'est-ce que vous répondez à ces accusations ?
Je pense que vous avez très rapidement changé le sujet du débat. C'est dommage, j'aurais bien voulu répondre sur les questions précédentes. Je pense que mais c'est parce que, comme Jean-Charles faisait allusion à ça, voilà. Il n'y a pas de problème. Allez-y, et puis après on reprendra. Je pense que ce qui différencie quand même la France insoumise d'autres mouvements politiques, et ce qu'on a réussi, je pense, à réinsérer en politique, c'est la question du programme. La gauche ne pourra pas prendre le pouvoir si elle n'a pas une pédagogie, une explication d'un ensemble de mesures qui seront capables de changer radicalement la vie. Je vais vous en citer quelques-unes, j'aurai pas beaucoup de temps pour déployer tout le programme, mais c'est la question de la 6e République et de comment on refonde notre démocratie. Isabelle Saint-Jean tout à l'heure disait que la 5e République est à bout de souffle. Donc, oui, mais dans ce cas-là qu'elle nous propose et que le Parti Socialiste nous propose une mesure concrète. Je veux dire, est-ce qu'on est capable aujourd'hui de déterminer une seule mesure concrète du Parti Socialiste? Alors, ce n'est pas le sujet du débat, mais le fait est qu'aujourd'hui, on en subit les conséquences. On subit les conséquences du CICE. Le plan de relance, par exemple, c'est 2 années de CICE. Faut pas oublier, 40 milliards d'euros par an qui sont faits en déduction fiscale. Quand le chômage a baissé au début du quinquennat d'Emmanuel Macron, peut-être en rendre le bénéfice à François Hollande. Dans ce cas-là, si c'est le CICE qui a permis de faire baisser le chômage, on estime à peu près que c'est 100 000 euros par emploi créé à travers les déductions fiscales du CICE. Donc nous, on propose un autre chemin, non pas par la réduction drastique des impôts, parce que de toute évidence, ça ne fonctionne pas, mais plutôt par l'investissement de l'État et la planification écologique. Faire en sorte que la puissance publique intervienne pour faire un certain nombre de transitions, notamment dans le domaine de l'agriculture, par exemple sur l'écologie, où le fait de supprimer les produits phytosanitaires va nous obliger à avoir bien plus de main-d'œuvre dans nos campagnes, des main-d'œuvre qu'il faudra former pour pouvoir faire face aux enjeux. Maintenant, sur la question de la laïcité, parce que vous y venez... Rapidement, parce qu'il faut qu'on... Allez-y. J'aimerais dire une chose, c'est que c'est pas nous qui parlons de l'islam matin, midi et soir. D'ailleurs, on vous reproche de ne pas en parler assez, d'ailleurs. Le sujet, c'est peut-être que d'autres en parlent trop. Le sujet qui a été introduit là, on parle de laïcité, mais on parle spécifiquement de la question de l'islam. Encore une fois, toute la journée. Donc, et après, on nous dit l'islamophobie serait-elle un fantasme ? Je suis désolé, mais les débats qui sont actuellement à la télé, pour moi, ils sont généralement non pas pour réfléchir à la laïcité, mais plutôt le protestantisme qui pose un problème en France. Sérieux. Vous dites que l'islam pose un problème en France. C'est des propos que vous assumez. Maintenant, je vais juste revenir sur la question de la laïcité. Je parle d'islamisme, c'est pas pareil. C'est ce qu'on dit en tout cas. Voilà, c'est un des reproches que vous faites. La loi ne reconnaît ni ne subventionne aucun culte. Ça, c'est la loi de la laïcité, séparation des églises et de l'État. J'aimerais rappeler 2 choses. Sur la question de la reconnaissance de la religion. Le fait que l'État ne reconnaisse pas les religions garantit à la fois la liberté de l'État, parce que les religions n'influencent pas le pouvoir politique, mais aussi la liberté des religions, parce que l'État n'a pas de doctrine religieuse officielle. Le fait est que c'est la droite qui a créé le Conseil français du culte musulman. Donc c'est la droite qui assume aujourd'hui d'intervenir dans la question religieuse. C'est la droite, les politiciens de droite, qui chaque année nous refont le coup de la messe, le coup de la crèche à la mairie, et de dire voilà, au fond la France est chrétienne. Et sur la question de la subvention, c'est la droite aujourd'hui qui est la plus grande défendresse de la question du concordat, où concrètement l'État finance des lieux de culte, et c'est la droite qui a fait passer l'ensemble des mesures servant à financer l'enseignement privé. Aujourd'hui, c'est 2 milliards d'euros par an qui sont, à travers des dispositifs comme la loi Carle, qui financent les écoles privées. Et oui, bien sûr, nous pensons que l'école doit être obligatoire, mais elle doit être aussi laïque et républicaine. Donc nous sommes pour le financement de l'école privée, public. Le privé, il se débrouille. Voilà, ils veulent être privés, ils se débrouillent. Pardon, je suis désolé, mais on reprendra, si vous êtes d'accord, ce débat, parce que c'est passionnant, mais on va parler très concrètement. L'incarnation, justement, la présidentielle, Mélenchon, il ira à coup sûr, de toute façon. Oui, bien sûr. Bien sûr. Est-ce que quelqu'un pourrait incarner la gauche ? Est-ce que même si la gauche réunie, elle est quand même à 28-30%, ce qui n'est pas beaucoup, mais c'est vrai que Jean-Charles avait raison de dire qu'il faut une figure qui incarne. Comment régler ce problème rapidement, hein, on a très très peu de temps. Qui veut répondre ? Moi, je veux bien. Je pense que on peut pas, dans le même temps, dire il faut réinventer profondément la démocratie et sortir de cette 5e République à bout de souffle avec cette hyper-présidentialisation, et dans le même temps vouloir absolument se raccrocher à une figure. Moi, je crois qu'on a besoin
d'une dynamique collective. On a besoin d'équipes et on a besoin que l'ensemble des composantes de la gauche se retrouvent. Et puis, on verra. Souvenez-vous, qui aurait parié François Hollande avant 2012 ? Il était à 3%. Il était incapable, a priori, de gagner les primaires. Donc, on verra. Et moi, je crois que l'idée d'équipe est une idée extrêmement puissante et extrêmement moderne parce qu'on a besoin d'intelligence collective vu la gravité des enjeux dans lesquels on est. Donc, la question de l'incarnation, c'est pas le problème. D'accord. Vous êtes d'accord avec ça, Sandrine Grand-Gambe et Ghislaine Senée ? Plutôt une équipe qu'un homme ou une femme providentielle ? Non, mais je suis d'accord sur l'idée qu'on en crève aujourd'hui de cette histoire d'incarnation et que on a une démocratie qui fonctionne bizarrement par rapport à nos voisins, où on choisit d'abord des équipes, des programmes, avant de choisir un ou une femme. Et c'est quelque chose qui, à un moment donné, va falloir changer et faire évoluer parce que le système présidentiel a montré, même pendant la crise sanitaire, toutes ses limites, encore plus qu'avant. Et donc, une des réflexions de l'avenir de la gauche est aussi autour de, alors je ne sais pas si c'est la 6e République ou pas, mais en tout cas, comment on transforme notre système. Changement de la 5e République. Ghislaine ? Oui, non, mais absolument. Enfin, moi, je crois que on a besoin, certes, d'une équipe, mais surtout d'un projet fort qui pourra, en tout cas, fédérer et changer la vie des gens. C'est ce qui nous semble le plus indispensable, et que il va falloir que chacun fasse un examen de conscience, c'est-à-dire qu'on a un mode de fonctionnement aujourd'hui qui est vraiment ancré sur l'incarnation, sur la personne qui puisse au mieux représenter un projet. Et nous pensons qu'il faut déjà travailler sur le projet. Et on a nous un calendrier avec des primaires qui vont se mettre en œuvre et qui permettra en tout cas de pouvoir avancer de manière collective. C'est en tout cas vraiment la volonté que nous avons. Une dernière question, vous répondez par oui ou par non. S'il y a un deuxième tour au présidentiel entre Macron et Le Pen, vous votez Macron, Sandrine Grand-Gambe ? Je me réserve le droit pour l'instant de ne pas répondre à votre question. D'accord. Parce que j'espère vraiment que ça ne sera pas le scénario. D'accord. Ghislaine ? Ouais, j'espère que ce ne sera pas non plus le scénario, mais en tout cas, lorsqu'on est aujourd'hui sur les marchés, on se rend compte que voilà, il y a vraiment une volonté en tout cas et une tendance à vouloir tester le RN, et donc s'il faut faire front contre le RN, il n'y a aucun souci, je voterai pour l'autre candidat. Isabelle ? Même chose, n'écrivons pas ce scénario. N'écrivons pas ce scénario. Essayons de ne pas nous projeter d'emblée dans ce scénario. Alors après, c'était le problème du Front républicain, quoi. Est-ce qu'il existe ou il n'existe plus ? Pardon ? Le Front républicain, il existe ou il n'existe plus ? Non, mais si, bien sûr. Enfin, je veux dire, voilà. Ok. Bien sûr, je suis obligé d'aller vite là, pardon. Mais il faut quand même, n'écrivons pas ce scénario parce que les atteintes aujourd'hui sur les libertés publiques par ce président de la République qui était soi-disant le rempart sont quand même extrêmement préoccupantes. Donc injustice, atteinte aux libertés publiques, incapacité de tracer le chemin de l'écologie, il ne faut pas se résoudre à ça. Moi, je suis effectivement très inquiète de voir que, vu son incurie, le bruit de bottes se dessine à grands pas. Oui. On aurait pu en parler, ça aussi, parce que juste pour finir, pour répondre, il y a déjà, allez sur le site du Parti Socialiste, vous verrez que sur l'écologie, sur le travail, sur la santé, sur l'éducation, il y a à chaque fois un dossier complet de propositions. Donc arrêtons cette idée que nous n'avons plus rien à proposer, c'est faux. C'est faux, et si vous voulez, réinvitez-moi sur chaque sujet. Absolument. Je vous montrerai que nous avons des propositions. Je vous propose, on va laisser passer les élections régionales, et je voudrais, après qu'on reprenne ce débat, sur les idées, sur le fond, ça serait passionnant. Sébastien Ramad, Le Pen-Macron. Je pense qu'il y a un caractère
assez antidémocratique à avoir cette question comme seul horizon. Donc je propose effectivement que c'est les sondages collectivement, en tout cas en tant que militants politiques, nous cessions d'y répondre sans cesse sur les plateaux. Et, enfin, et que le meilleur moyen d'éviter ce scénario-là, c'est de voter pour nous aux élections au premier tour. Voilà. Merci Jean-Charles et Stéphane. Je suis désolé, je peux pas vous. Un mot peut-être de conclusion, mais un mot alors. La gauche. Bien évidemment Macron entre les deux, mais je m'aperçois que le fait de ne pas répondre à cette question est quand même absolument terrible. C'est terrible. Ouais. Je veux dire, c'est effrayant de la part de la France insoumise de toujours dire on va pas faire. Ne relancez pas le débat. Mélenchon nous l'a déjà fait, voilà, ça recommence. Stéphane Monson, non mais un peu sur l'état de la gauche, quoi, rapidement. Oui, Patrice, il y a une double fracturation. Il y a une fracturation interne à la gauche, quoi qu'on en dise, et qui est terrible. Et puis il y a une fracturation par rapport à l'opinion publique. Je dis pas par rapport au corps électoral, mais il y a une droitisation du corps électoral. Absolument. En France et pas seulement, d'ailleurs, dans bien d'autres États européens, dans bien d'autres démocraties européennes, il y a une droitisation. Je ne dis pas extrême droitisation, je dis droitisation sans équivalent. Si on remonte en tout cas dans l'histoire récente démocratique moderne, contemporaine. Merci à tous. Je suis désolé parce qu'on aurait bien passé une heure encore de plus parce qu'il y avait plein de questions et plein de choses de fond à examiner. Mais je vous propose qu'on se retrouve peut-être en septembre pour reparler de tout ça. Merci infiniment Isabelle Tisse-Saint-Jean, Ghislaine Senet, Sandrine Grandgambe. Merci beaucoup Sébastien Ramade. Merci beaucoup à Jean-Charles Lajoie et Stéphane Monson. Et à très vite pour un nouveau numéro de PAF.